Bon, ben, il est temps que ça se termine. Voilà, non, parce que la semaine prochaine, quoi, 12 plus 7, 19, ce ne serait pas raisonnable. Je vais donc terminer le cours cette année et si tout va bien, on continuera l'année prochaine. Donc, avec cette histoire de métabolisme sur lequel je vais conclure aujourd'hui, et puis ensuite je passerai un tout petit peu à autre chose. C'est-à-dire que je vais mettre en rapport la question du métabolisme, dont vous avez compris qu'elle est centrale dans le cours aujourd'hui cette année, et le rôle des interactions entre les neurones et les astrocytes dans cette régulation métabolique. Donc, je vais prendre pour démarrer probablement ce que je vois comme un des articles les plus intéressants qui soit sorti cette année, en 2011, dans le domaine. Ça, c'est mon avis, hein, c'est pas comme ça, qui résulte d'une collaboration entre deux laboratoires, le laboratoire de Cristina Alberini à l'Université Columbia et de Pierre Magistretti à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, le PFL. Donc, comme maintenant vous le savez par cœur, hein, les neurones contribuent pour moins de 10% à la population cellulaire du cerveau. C'est ça, les neurones. Hein. Ils occupent beaucoup de place à cause de leur prolongement, mais en nombre de corps cellulaires, c'est relativement limité. Et le reste, c'est des glies pour l'essentiel, soit des macrophages. Vous voyez, là, il y a autant de macrophages que de neurones. Soit des oligodendrocytes qui forment la myéline et qui permettent donc une conduction nerveuse rapide sur des voies longues, pas sur toutes les voies longues, mais sur beaucoup de voies longues. Et puis les astrocytes, qui vont être au centre du cours de cette année. Les macrophages, évidemment, eux, ont envahi le cerveau avant la fermeture de la barrière hématoménagée. Ce sont des cellules périphériques, ce sont des cellules d'origine mésodermique, comme les macrophages. Hein. Et vous avez aussi, bien entendu, c'est ce qui est le plus important peut-être, eh bien, l'irrigation avec les vaisseaux qui occupent dans le cerveau une place considérable. Donc, la fonction des oligodendrocytes, elle est connue, je vous l'ai dit, et jusqu'à très récemment, enfin relativement récemment, la fonction des astrocytes était extraordinairement sous-estimée, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était le support, même trophique, mais enfin une sorte de bon à-tout-faire du neurone, si vous voulez, les cendrillons du cerveau, en quelque sorte. Donc, mais depuis quelques années, on apprécie leur rôle de plus en plus, et le fait qu'au-delà du support trophique, ce qui déjà n'est pas si mal, hein, ils participent de plein droit à ce qu'on appelle la signalisation dans le système nerveux. Et en fait, ce que nous allons voir, que c'est par le biais de leur activité trophique, justement, qu'ils participent à la signalisation, et donc, plus généralement, aux fonctions cognitives du système nerveux. Donc, un des mécanismes possibles de leur activité réside dans le couplage métabolique qui résulte de l'activité nerveuse elle-même. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une demande qui vient de l'activité et qui induit un couplage métabolique. Et si on y réfléchit, c'est évident, une des sources importantes de l'énergie, c'est le glucose, hein, le sucre, qui entre dans le cerveau à travers la barrière hématoménagée, à travers donc l'irrigation cérébrale, et pénètre dans les cellules, dont les neurones, bien entendu, mais dont aussi les astrocytes, dont les oligodendrocytes, dont toutes les cellules. Les astrocytes sont particulièrement bien placés parce que leur pied est au contact des vaisseaux. Donc, vous voyez ici, par exemple, donc ça, c'est un cerveau. Donc, le cerveau est en contact avec l'irrigation que vous voyez ici avec les vaisseaux. Ce sont des jonctions serrées, c'est-à-dire qu'on ne passe pas facilement, quand on a une protéine ou une cellule, depuis le compartiment vasculaire vers le compartiment neuronal. Vous avez aussi, évidemment, ici ce qui se passe au niveau des méninges. Là, c'est ce qu'on appelle le plexus choroïde, qui lui aussi est au contact des vaisseaux, c'est-à-dire ce qui sort des vaisseaux passe à travers le plexus choroïde. Donc, et puis, vous avez ici ce qu'on appelle les organes circumventriculaires, où il n'y a pas de barrière hématoménagée, c'est-à-dire que les vaisseaux n'ont pas de jonction serrée, c'est-à-dire qu'on peut passer facilement du vaisseau à cette région. Mais là,
vous avez de nouveau une barrière. Donc en fait, on ne passe pas si facilement de l'extérieur à l'intérieur. Donc ici, vous avez les pieds astrocytaires qui entourent les vaisseaux. D'ailleurs, ils sont impliqués dans la formation de ce qu'on appelle la barrière hématoménagée, c'est-à-dire la formation de jonctions serrées entre les cellules endothéliales des vaisseaux. Donc, au cours du développement, au départ, c'est liquide, vous avez des cellules qui peuvent passer, dont les macrophages. Et puis ensuite, au cours de la maturation, les astrocytes induisent cette formation de jonctions serrées qui ferment le vaisseau. C'est qu'après, on ne passe plus, on ne passe que dans des conditions qui sont artificielles ou pathologiques, avec des exceptions, il y a toujours des exceptions. Il reste que ce que vous voyez, c'est que le pied astrocytaire est en contact direct avec le capillaire et que l'astrocyte est la cellule qui, dans le cerveau, a le plus de possibilités, je dirais, anatomiques de récupérer l'énergie qui vient de l'extérieur. Mais, au contraire de ce qui se passe dans un neurone, les astrocytes sont les foies du cerveau. C'est-à-dire que les astrocytes sont dans le cerveau les seules cellules qui sont capables de faire du glycogène. Et ils sont donc une cellule qui est une cellule de réserve, de toute façon, ils font du glycogène. Et il y a une fonction glycogénique de l'astrocyte, comme il y a une fonction glycogénique du foie, et comme il y a une glycolyse dans le foie. Vous pouvez voir ici, par exemple, qu'une fois que les astrocytes forment du glycogène, je me suis trompé de diapo, je n'ai pas mis le glycogène là, mais ce n'est pas grave, il ne faudra pas m'en vouloir. Donc les astrocytes forment, je n'ai pas pris le bon diaporama. Bon, j'espère que ce n'est pas grave. Donc toujours ici, vous avez une autre flèche, vous avez la formation du glycogène, donc glucose, glycogène, glycogène, glucose. Et ensuite, via ce qu'on appelle la glycolyse, qui est quelque chose de tout à fait classique, le glucose, la glycolyse c'est ça, le glucose est transformé en pyruvate et puis en lactate. Voilà. Donc ça, c'est la voie de la glycolyse qui est à partir de glycogène, glucose, pyruvate, lactate. Et vous avez ici la chose qui est décrite de façon un tout petit peu plus, c'est le NADH déshydrogénase qui permet de passer de glucose à l'acide pyruvique et d'acide pyruvique à l'acide lactique. C'est important parce que, puis ensuite vous pouvez passer évidemment dans le cycle de Krebs, qui est ce qu'on appelle le cycle des acides tricarboxyliques, pour ceux d'entre vous qui ont fait des études de biochimie dans leur jeunesse. Donc le glucose et le lactate peuvent être exportés vers les neurones comme source d'énergie. Et le transport du lactate, qui, vous allez voir, est extrêmement important, se fait via des récepteurs. Vous avez plusieurs récepteurs. Vous avez ce qu'on appelle les monocarboxylates transporteurs pour MCT. Et MCT4 est exprimé par les astrocytes, quand MCT2 est exprimé par les neurones. Et puis MCT1, dont je ne vais pas parler beaucoup ici, est exprimé par les astrocytes, les cellules endothéliales vasculaires, les épendymocytes, qui sont les cellules qui bordent le ventricule, et les oligodendrocytes. Donc en fait, ce que vous pouvez voir tout de suite ici, c'est que la source essentielle d'énergie des neurones, c'est du lactate, qui se transforme en pyruvate, et qui est fourni grâce à la fonction glycogénique de l'astrocyte, pas du foie. Donc c'est un concept qui est relativement nouveau, et vous allez voir que ça a une importance considérable pour la physiologie. Et ça vous explique tout de suite, bien sûr, que l'astrocyte est quelque chose d'essentiel à la respiration, ce qui n'est pas quelque chose qui était absolument évident au départ. Donc, ce que je dis, c'est que l'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage, initie une série d'événements qui résultent en une mémoire. Donc, des fois, on apprend et on ne se souvient de rien, mais ça, c'est la mémoire à court terme. Donc, il y a une mémoire à court terme, et puis il y a une mémoire à long terme. Donc, la mémoire à court terme repose pour l'essentiel sur des modifications post-traductionnelles des récepteurs, par exemple, je rajoute un phosphate, tout comme ça, ou bien, vous vous rappelez, on en a parlé dans l'édition des ARN. Certains ARN peuvent être édités en AI, adénosine, inosine, et donc ça change la lecture du messager, et à ce moment-là, vous faites une nouvelle protéine dans la synapse, qui est un apprentissage. Éventuellement, ça peut remonter jusqu'au noyau, devenir du long terme. Mais vous avez donc cette mémoire à court terme qui peut durer quelques minutes ou quelques heures, et puis vous avez une mémoire plus intéressante, une mémoire, ce qu'on appelle une mémoire à long terme,
qui même peut devenir permanente et qui résulte de modifications de la chromatine à travers deux événements dont on a souvent parlé au cours du cours, qui sont les méthylations de l'ADN, c'est-à-dire les méthylations sur les CPG, que vous voyez symbolisées ici avec les petits traits rouges. Hein. Donc si vous méthylez vos CPG, et puis ce qui modifie, puis aussi des méthylations et des acetylations des histones. Hein. Donc ça peut recruter des complexes qui sont des complexes activateurs ou inhibiteurs sur des choses dont j'ai parlé plusieurs fois déjà cette année et l'année précédente. C'est juste pour remettre les choses dans le contexte. Parce que ces modifications sont régulées au niveau du noyau par ce qui se passe à la synapse. Et alors une fois que c'est dans le noyau, ça peut durer. Voilà, ça peut même durer toute la vie, à vrai dire. Donc cette mémorisation, et en particulier cette mémorisation à long terme, est particulièrement consommatrice d'énergie. On est toujours dans notre histoire de maladie mentale, maladie du métabolisme énergétique. Donc dans leur article, ces deux groupes qui en ont collaboré ont utilisé un test extrêmement simple qui s'appelle le inhibitory avoidance, c'est-à-dire vous faites un choc à une bestiole et elle s'en souvient ou elle s'en souvient pas. Donc le truc le plus simple, c'est ça, c'est-à-dire que les souris préfèrent le noir. Hein. Bon. Donc vous mettez un compartiment éclairé et un noir, et en général elles rentrent par là et hop, elles vont dans le noir, quoi. Et les méchants expérimentateurs, quand elles rentrent dans le noir, elles donnent un petit choc électrique sur les coussinets des pieds. Donc c'est pas sympa. Et donc la souris s'en souvient quand même. Donc la fois suivante, quand vous la mettez là, vous voyez qu'elle met beaucoup plus de temps à rentrer dans le compartiment. Donc vous voyez, là elle rentre tout de suite parce qu'elle adore le noir. Si elle associe le noir avec un choc électrique, elle réfléchit deux fois. Pourquoi est-ce qu'il y rentre quand même? Ça reste un miracle, mais elle y rentre. Et puis vous pouvez faire une manipulation qui va faire qu'elle ne va pas se souvenir et donc elle va rentrer tout de suite. Donc le délai ici, d'une certaine façon, même d'une façon certaine, est la marque du fait que la souris se souvient de ce qui lui est arrivé et qu'elle n'a pas envie que ça recommence. Donc, mais elle est curieuse, hein, c'est comme la femme de Barbe Bleue, elle finit quand même par y rentrer, donc ça c'est terrible. Donc, ce qu'ont fait ces auteurs, c'est de s'interroger sur l'importance de la glycogénolyse dans l'installation d'une mémoire à long terme, dans quoi le métabolisme énergétique peut influer, si vous voulez, le métabolisme. Et donc là, cette fois-ci, la diapositive est complète. Donc vous avez le vaisseau, vous avez le glucose, vous avez donc le glycogène avec la néoglycogénèse et la glycolyse qui fait du glucose, pyruvate, lactate, et hop, je passe dans mon neurone. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'aller bloquer en fait la formation, la glycogénolyse. Et si vous bloquez la glycogénolyse, eh bien, vous bloquez les sources d'énergie qui viennent de la fonction glycogène, de la fonction foie de l'astrocyte. Donc, ce que vous voyez ici, il y a une série de diapos qui est un tout petit peu complexe, mais ce n'est pas très grave, vous allez voir. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un inhibiteur qu'on appelle le DAB, hein, qui est un inhibiteur de la phosphorylation du glycogène, qui est là donc la première étape de la glycogénolyse qui permet de la synthèse de pyruvate et de lactate. Donc, ils mettent l'inhibiteur. Alors, vous voyez ici, c'est la mémoire à court terme. Donc, vous injectez l'inhibiteur 15 minutes, ensuite vous faites l'entraînement, c'est-à-dire que vous lui donnez un petit foot choc, et vous retestez au bout d'une heure, et bon, ça met un délai quand même. Donc, au bout d'une heure, elle n'a pas besoin d'énergie pour, au bout d'une heure, se souvenir qu'une heure avant, elle avait été un peu électrocutée. Mais là, si vous regardez un petit peu ce qui se passe ici, c'est la même chose, vous injectez à moins 15 minutes, vous faites l'entraînement, hein, et puis vous faites un premier test à 24 heures, puis un test à 7 jours, et puis 8, 9, etc. Et vous voyez que la souris a quand même une assez bonne mémoire. C'est-à-dire que la barre blanche, vous voyez qu'elle met un certain temps avant de rentrer dans le compartiment où elle sait que ce qui l'attend n'est pas forcément plaisant. Mais si vous bloquez
la glycogénolyse, vous voyez que bon, elle oublie, quoi, elle y retourne tout de suite, quoi. Donc, vous pouvez faire ça aussi en bloquant la glycogénolyse au moment du test, directement, donc pas 15 minutes avant, mais au moment. Et là, il faut un peu plus d'inhibiteurs. Vous voyez que maintenant, il faut non pas, il faut pas 100, là il va 300, il faut un 1000 picomolaires, il faut 1 nanomolaire d'inhibiteur pour avoir une bonne inhibition du délai d'entrée, c'est-à-dire une accélération du délai, une diminution du délai d'entrée dans le compartiment dangereux. Donc ça, c'est pas mal, mais ça prouve qu'il faut en fait de l'énergie. Mais si vous bloquez la glycogénolyse 24 heures après l'entraînement, vous voyez que la souris est parfaitement capable de se souvenir, même 5 jours après, de ce qui s'est passé. Ça, c'est un autre inhibiteur de la glycogénolyse dans TC2. Et ce que veut dire, en fait, c'est que c'est dans les premières 24 heures que le cerveau apprend et se souvient pour une période d'au moins une semaine qu'il ne faut pas faut pas ouvrir la porte interdite dans le château de Barbe-Bleue. Donc, l'hypothèse, si vous voulez, c'est que cette mobilisation du glycogène résulte en une libération locale de lactate, hein, mais encore faut-il le prouver. Donc, une des façons de le faire, c'est de mesurer les niveaux de lactate au niveau de l'hippocampe. Ça se passe dans l'hippocampe, hein, qui est une structure du cerveau qui est impliquée dans la mémorisation. Et donc, si vous mesurez le lactate, vous voyez que dès que vous avez commencé à stimuler, eh bien, vous avez une libération de lactate qui est assez forte, que vous pouvez bloquer par votre bloqueur de la glycogénèse. Donc, effectivement, déjà, on sait qu'il y a du lactate. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est bloquer avec votre inhibiteur de la glycogénolyse, vous injectez 15 minutes avant, et puis regardez si vous pouvez compenser en ajoutant du lactate à l'extérieur, c'est-à-dire en fournissant de l'énergie sous forme de lactate. Et vous voyez que, en fait, pas à 10 nanomolaires, mais si vous montez à 100 nanomolaires de lactate, alors vous pouvez récupérer une latence qui est compatible avec une mémorisation à long terme de ce qui s'est passé, puisqu'au bout de 7 jours, la souris est encore capable d'entendre, enfin, de comprendre, au sens ancien du terme. Et une autre manip qui est sympa, c'est de mettre du délactate, parce que le délactate va utiliser le canal MCT2, mais... Excusez-moi, j'aurais dû l'éteindre. C'est sympa, il y a des gens qui pensent à vous. Voilà. Oui, je suis un peu sourd. Donc, vous verrez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, le lactate est un inhibiteur, va rentrer par le canal, mais il ne va pas rentrer dans le système énergétique, ce qui fait qu'il va fonctionner comme un inhibiteur. Et donc, si vous mettez du lactate dans votre souris, si j'ose dire, dans votre hippocampe, vous voyez qu'elle perd la mémoire. Donc, mais du délactate. L'énantiomère D, pas l'énantiomère L. L, c'est l'énantiomère normal. D, c'est l'image en miroir du L-lactate, qui est en fait un inhibiteur. Donc, jusque-là, tout va pas trop mal, hein. Et donc, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une manip de gain de fonction, si vous voulez, qui est le sauvetage, hein, du phénotype, du comportement normal, par l'administration de cette source d'énergie qu'est le lactate. Donc, on peut, évidemment, et on doit compléter cette expérience de comportement par une expérience électrophysiologique, c'est-à-dire mesurer ce qui se passe au niveau électrophysiologique. Donc là, c'est une manip qui est relativement simple aussi, c'est-à-dire que si vous faites des décharges, ce qu'on appelle les fibres de Schaeffer, mais vous entraînez un train de stimulation électrique dans votre hippocampe, quand vous regardez ce qui se passe à la synapse, alors là, vous avez une dépolarisation de vos neurones cibles, et normalement, dans l'hippocampe, vous avez ce qu'on appelle une potentiation à long terme, c'est-à-dire que vous ne revenez pas à la ligne de base. Vous voyez ? Donc vous avez ici cette différence entre cette ligne de 100 là et de 150, c'est
une trace électrophysiologique de la mémorisation. D'accord ? Et si je mets mon inhibiteur de glycogénolyse, ici, vous voyez que je redescends immédiatement à cette ligne de base, c'est-à-dire que je ne garde pas la mémoire plus de 100 minutes. C'est-à-dire qu'au lieu de garder ma mémoire pendant 7 jours, au bout de 100 minutes, j'ai oublié ce qui m'était arrivé. Et du coup, je n'ai pas d'inhibition à repasser dans le compartiment dangereux. Donc ça vous prouve que ça ne fait rien sur les autres critères physiologiques. Ici, je me suis trompé de diaporama, j'espère que ça va aller comme il faut. Je sais pas, on va voir. Donc, vous me donnez juste une seconde pour voir si, parce que comme j'ai changé les choses cet après-midi, c'est pas ma habitude de faire les choses au dernier moment, mais bon. Ma mère m'a toujours dit prépare ton sac la veille. Mais bon, on ne fait pas toujours ce que vous dit fait votre mère, on a tort. Voilà, vous voyez. Bon, bah écoute, tant pis, on va voir. Bon, je m'en voudrais pas si c'est pas entièrement ce qu'il faut. Hein. Donc, il y a les passages vers tirer aussi. Donc, ce que vous voyez ici, donc, c'est la même chose avec le DAB quand on met le lactate, l'inhibiteur trop tard, comme ici, avec si on met le truc trop tard. C'est-à-dire quand on redescend, on garde. Si vous voulez, c'est le corrélat physiologique, électrophysiologique, des expériences de comportement. Et c'est bien que le comportement et la physiologie corrèlent d'une certaine façon. Donc, ça c'est quand en A, c'est là c'est quand j'ai injecté après la stimulation, et puis là je ne sais plus très bien ce que j'ai fait. Non, c'est en présence de lactate. Voilà, là c'est en présence de lactate, donc je bloque, si vous voulez, l'inhibition parce que j'ai rajouté du lactate, comme j'ai bloqué la perte du comportement d'inhibition quand j'ai mis du lactate à l'extérieur de mes cellules de l'hippocampe. Donc comment agit le lactate et pour savoir, donc, ce qu'on peut, c'est faire des manips de baisse d'expression, de diminution d'expression des canaux MCT1, MCT2 et MCT4, qui sont donc les canaux qui permettent l'export et l'import du lactate. Donc, ces canaux à lactate sont exprimés, comme je vous l'ai dit, dans les cellules endothéliales, épandymères et oligodendrocytaires pour ce qui est de MCT1 et aussi dans les astrocytes. Mais on peut en faire de même pour MCT2, qui est lui le canal neuronal, et puis MCT4, qui est un canal purement astrocytaire. Donc ces trois canaux, bon, on les voit dans les fractions synaptiques. Si vous préparez des synapses à partir de vos trucs, vous allez voir ces trois canaux qui sont prêts. Et vous pouvez utiliser des techniques d'ARN interférentiel, enfin les techniques dont je vous ai parlé plusieurs fois, pour diminuer l'expression de ces canaux in vivo au niveau de l'hippocampe. Et donc, ce que vous voyez ici, je crois, c'est que vous pouvez utiliser là un oligonucléotide antisens contre MCT1, qui est donc ici le canal des vaisseaux, en l'occurrence. Et ce que vous voyez, c'est que vous allez perdre votre mémoire, c'est-à-dire que MCT1, qui est présent dans plusieurs types de cellules, est important, et je ne sais pas très bien à quoi il sert, à vrai dire. Vous pouvez aussi utiliser ici MCT4, qui est le canal astrocytaire. Vous voyez que si vous baissez l'expression du canal astrocytaire, ça c'est l'antisens MCT4, vous voyez que vous diminuez votre période de latence. Si vous mettez MCT4 et que vous rajoutez du glucose, c'est ça qui est intéressant, ça ne corrige pas, le glucose n'est pas suffisant pour corriger. En revanche, si vous faites la même chose et vous rajoutez du lactate, alors vous corrigez votre phénotype. C'est-à-dire que les neurones n'utilisent pas le glucose.
Hein. Ce que j'utilise, c'est le lactate. Et j'utilise le lactate qui vient des astrocytes, parce que comme vous allez pouvoir le voir, avec MCT4, c'est pareil, avec MCT2, excusez-moi, qui est donc... Non, MCT4, c'est le canal astrocytaire, excusez-moi, mais ça revient même, parce qu'il y en a un pour sortir, l'autre pour rentrer. Donc MCT4, c'est pour sortir à partir des astrocytes, et MCT2, qui est le canal neuronal qui permet la capture du lactate. Et vous voyez que si je mets un antisens ou un ARN interférentiel qui me bloque la synthèse de mon canal de capture du lactate libéré par les astrocytes, alors ma souris oublie qu'elle a eu mal au pied. Voilà. Et de nouveau, je peux corriger, mais pas totalement, en mettant du lactate, et je peux corriger un petit peu, mais pas totalement, en mettant du glucose. Donc en fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que le neurone, enfin ce qui se passe, si vous voulez, c'est que l'astrocyte libère le lactate. Je peux charger en glucose, il ne se passe rien, donc il faut que je charge en lactate si je veux sauver. Et ce lactate est libéré à partir de ce canal, passe là et va dans le neurone où il va synthétiser du pyruvate, qui est la source énergétique que le neurone utilise. Donc, c'est, à mon avis, on peut en tirer des conclusions, évidemment. J'aimerais vous rappeler que l'effet des inhibiteurs métaboliques se traduit aussi au niveau des molécules qui sont médiatrices de l'installation de la mémorisation à long terme. C'est-à-dire que quand on dit j'ai une mémorisation à long terme, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire que vous avez une modification à la fois au niveau du noyau, hein, et une modification au niveau de la synapse. Et une des modifications que vous avez au niveau du noyau, c'est de la synapse. Ici, c'est ce qu'on appelle ARC. C'est un gène qui est impliqué dans le remodelage de l'actine au niveau des boutons synaptiques. Vous voyez que si vous stimulez votre bestiole, eh bien, vous avez très très rapidement une synthèse de cette protéine ARC qui est assez forte. Et puis, vous avez aussi une modification de la phosphorylation. Alors, vous voyez ici, là c'est la synthèse de ARC, qui est bloquée par l'inhibiteur de la glycogénolyse, et avec une légère récupération, mais assez correcte, si je rajoute du lactate. Aussi, une protéine qui est impliquée au niveau de la régulation de la transcription au niveau du génome, ce coup-ci, c'est PCREB, c'est un cyclic AMP responsive element binding protein. Vous voyez que vous avez une modification de la phosphorylation de cette protéine qui est liée à son activité transcriptionnelle. Et cette augmentation va être bloquée par le DAB et vous allez avoir une récupération par le lactate. Alors que la protéine elle-même ne bouge pas. Donc c'est la phosphorylation qui est changée dans ce cas-là. Et puis vous avez aussi la cophiline qui est impliquée dans le remodelage du cytosquelette d'actine au niveau de la synapse, donc la modification du bouton synaptique. Et vous voyez que la cophiline n'est pas changée au niveau de sa quantité, mais qu'elle est phosphorylée et donc active quand vous entraînez votre souris, vous l'entraînez. Et puis, évidemment, si vous mettez le DAB, eh ben, elle n'apprend pas. Donc la cophiline n'est pas phosphorylée, mais vous reversez aussi quand vous rajoutez du lactate. Donc en fait, cette source d'énergie, qui est une source d'énergie qui était tout à fait inattendue, est à la fois tout à fait nécessaire, nécessaire et même suffisante, à permettre aux neurones d'avoir non seulement une activité métabolique, mais une activité transcriptionnelle, une activité de modification de la forme de sa synapse, c'est-à-dire, et donc, une possibilité, si vous voulez, d'avoir une réponse physiologique. Ce qui fait un lien quand même assez intéressant entre ce type de cellules et puis le neurone. Donc, les conclusions qu'on peut tirer de ces expériences, c'est que le lactate, plutôt que le glucose, évidemment, est le substrat énergétique de la mémorisation à long terme et qu'il provient du glycogène qui est hydrolysé par les astrocytes, qui est la seule source de glycogène cérébral chez l'adulte. Bon, au cours du développement, ça pourrait être un peu différent. On peut aussi en conclure à l'importance d'un transport de lactate entre le compartiment astrocytaire et les neurones, en particulier au niveau synaptique. Ça veut dire que dans le passage de l'information synaptique,
l'affaire ne se joue plus à 2, mais à 3. Hein, et que le troisième est important pour fournir, sous forme de lactate, l'énergie indispensable à l'activité. Alors, ça n'exclut pas, évidemment, l'intervention directe ou indirecte d'autres acteurs, en particulier les cellules de l'épithélium vasculaire, qui peuvent fournir du lactate directement via MCT1, ou les oligodendrocytes qui peuvent aussi fournir du lactate directement, mais n'ont pas ces réserves énormes sous forme de glycogène qu'ont les astrocytes. Et les données anatomiques suggèrent que l'affaire tourne principalement entre les deux éléments pré- et post-synaptiques et l'astrocyte qui entoure la synapse, et qui donc est le troisième homme, si j'ose dire. Troisième humain, voilà. Donc je voudrais maintenant replacer ces données qui vous montrent cette importance de l'énergétique du système dans la perspective qui est la nôtre et qui a été la nôtre pendant ces 9 heures. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a constaté que chez les rongeurs, la taille des cellules nerveuses augmente avec celle du cerveau, et pas les cellules gliales. En fait, quand un rongeur grossit de la tête, c'est parce qu'il a des plus gros neurones, pas parce qu'il en a plus. D'accord ? D'où la possibilité que chez les neurones, chez les rongeurs, un plus gros cerveau, c'est un plus grand rapport entre glie et neurones. Ce qui augmente, c'est le rapport glie-neurone. Et si la taille de l'arborisation est proportionnelle à la taille du corps cellulaire, on peut imaginer que cet excès de glie par rapport aux neurones peut apporter à ces cellules l'énergie dont elle a besoin pour faire son boulot, et en particulier pour voyager un tout petit peu plus loin. Parce qu'en fait, l'énergie ne sert pas uniquement au niveau de la synapse, bien entendu. Elle peut agir aussi à d'autres niveaux. Chez les primates, c'est très différent parce que, hors hominidés et chimpanzés, ce qu'elle va revenir plus tard, il a été proposé que le rapport entre glie et neurones reste constant aussi, et que la formation de nouveaux neurones s'accompagne systématiquement d'une augmentation du nombre des glies. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette diapositive où je vous ai montré qu'entre le marmoset et le macaque, il y a une augmentation de la body mass, de la masse du corps, une augmentation parallèle de la masse du cerveau, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous, et puis une augmentation parallèle du nombre de neurones et du nombre de glies. Donc, on a quelque chose qui, j'ai plus de neurones, je fais plus de glies, j'ai plus d'énergie, voilà. Donc, chez nous, c'est un tout petit peu différent parce que, bien entendu, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit la semaine dernière, d'abord, notre cerveau augmente bien plus que proportionnellement à ce qu'il devrait augmenter par rapport à la taille du corps. On a le fameux 900 cm3 de trop. Et puis, surtout, on a un rapport glie-neurone qui augmente aussi dans certaines régions. Là, c'est 1,65. En gros, c'est ce qui se passe généralement dans le cerveau. Ça, c'est un chimpanzé qui reste à 1,2. Mais en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je dis la semaine dernière, ce rapport est plus grand dans les régions cérébrales qui sont les plus intéressantes pour nous, puisqu'on s'intéresse quand même aux maladies de l'esprit, entre guillemets, et en particulier dans le cortex préfrontal. Vous voyez que là, le rapport glie-neurone est très fort, et que, étant très fort, ça peut vouloir dire qu'on a, à ce niveau-là, une protection énergétique de l'activité de notre système nerveux qui est très forte. Et comme vous savez que la thèse que j'essaie sur laquelle j'essaie de réfléchir, c'est que ces maladies sont des maladies d'une crise énergétique, parce qu'on travaillerait toujours, si vous voulez, aux limites énergétiques. Et c'est clair d'ailleurs, parce que bon, on a un cerveau 4 fois plus gros que celui d'un chimpanzé par rapport à notre taille. Eux, ils mettent 10% de leur métabolisme dans le cerveau, nous, on en met 20%. Donc on est moins bien fournis que les chimpanzés globalement au niveau énergétique. Mais bon, peut-être que ce n'est pas vrai au niveau justement du cortex préfrontal, et que si c'est vrai que ce sont les astrocytes, et je pense que les manips qui ont été faites par ces deux groupes, d'Alberini et Magistretti, sont justes, alors ça veut dire qu'on a vraiment ce rapport glie-neurone joue probablement un rôle extrêmement important. Donc si nous sommes sur la bonne voie dans notre réflexion, c'est réfléchir à voix haute pendant les cours, ça pourrait permettre de doubler l'apport énergétique, donc au niveau de neurones qui sont particulièrement importants dans le cortex préfrontal. Et peut donc en conclure, en tout cas on peut toujours se proposer cette hypothèse, que si les maladies de l'esprit
pour prendre un terme très général, englobe un compartiment métabolique, ce qui me paraît être le cas, alors les astrocytes deviennent une cible possible sur le plan pharmacologique, sur le plan de l'étiologie de la maladie, par-delà les autres cibles qui sont essentiellement synaptiques. Parce que si vous regardez dans la littérature, l'essentiel des gènes qu'on va vous dire mutés dans ces maladies sont toujours des gènes qui sont des gènes de la synapse essentiellement. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais un gène astrocytaire ou un gène de la production d'astrocytes. Donc ça met dans le jeu un troisième terme, qui est le terme astrocytaire, qui évidemment permettent d'avoir une vision peut-être un tout petit peu plus globale et physiologique de ce qui se passe quand le cerveau ne se développe pas, ne fait pas le boulot qu'il faut. C'est-à-dire que vous demandiez pourquoi je faisais tout ce cours avec le développement du cerveau, les machins, c'est parce que je voulais évidemment en arriver là. Il faudra s'interroger sur ces gènes qui régulent très finement finalement et localement, parce que ce n'est pas le même rapport dans le cortex préfrontal et dans le rhombe encéphale par exemple, donc qui régulent finement et de façon localisée le rapport entre les glies et les neurones au cours de la neurogénèse. Car évidemment, si c'est bon d'avoir plus de neurones, encore faut-il avoir les moyens de les entretenir. C'est comme le reste. Donc, cela nous renvoie, une fois de plus, à une question développementale et aussi de localisation cérébrale, bien entendu, et sur laquelle je reviendrai l'année prochaine et que je laisse de côté pour cette année. Car pour finir le cours de cette année, je voudrais plutôt me concentrer sur les types neuronaux qui sont les plus consommateurs d'énergie. Il y a évidemment les neurones à longue projection, ceux qui envoient leurs axones vers le cortex préfrontal et qui sont situés dans le midbrain et qui sont des grands consommateurs d'énergie, par exemple les neurones sérotoninergiques, les neurones dopaminergiques, mais aussi les neurones pyramidaux, bien entendu. Et puis, si on quitte le cerveau, les motoneurones, il faut quand même, si vous êtes dans la moelle épinière, envoyer un truc pour bouger le petit doigt, ça fait quand même, dans les générations récentes, ça peut aller jusqu'à 1 mètre. Donc, bon, pour les autres, on est un peu pygmé, mais bon, on s'habitue. Ça ne va pas durer. Donc, mais en fait, les neurones qui m'intéressent le plus ici, justement, c'est les petits neurones. Ce sont les interneurones GABAergiques. Ceux du cortex en particulier, dont nous avons vu qu'ils étaient très nombreux chez Sapiens, et que même Sapiens, au cours de son développement, au cours de son évolution, en a recruté des nouveaux. Vous savez que les interneurones GABAergiques qui peuplent le cortex ne viennent pas de ce qu'on appelle le pallium, mais d'une région qu'on appelle le subpallium, c'est-à-dire le télencéphale ventral, pour ceux d'entre vous qui étaient présents au début des cours, mais que tous les interneurones chez la souris, et même chez le singe, et même chez le chimpanzé, viennent du subpallium. Mais chez Sapiens, vous avez énormément d'interneurones qui viennent du subpallium, mais vous avez aussi des interneurones maintenant qui viennent du pallium, c'est-à-dire qui viennent des régions du télencéphale dorsal, donc un recrutement d'interneurones. C'est-à-dire qu'en fait, Sapiens a beaucoup plus d'interneurones inhibiteurs proportionnellement que le chimpanzé. Donc, et parmi ces neurones, ceux sur lesquels j'aimerais aujourd'hui m'appesantir un petit peu, ce sont les neurones à parvalbumine, qui sont des neurones à décharge rapide, et ils sont des neurones qui sont extrêmement chers, non pas chers à mon cœur, ils le sont chers à mon cœur, mais ils sont aussi très chers, ils nous coûtent très cher, parce que, vous voyez, ils contrôlent chacun plusieurs dizaines de neurones pyramidaux, c'est-à-dire que ce sont des neurones inhibiteurs qui vont aller inhiber les neurones pyramidaux, donc ils font beaucoup de boulot, et en même temps, ce sont des neurones qu'on appelle neurones à décharge rapide, c'est-à-dire qu'ils inhibent beaucoup de neurones pyramidaux, mais en même temps, ils sont très actifs. Donc ça leur coûte, c'est des grands consommateurs d'énergie. Et ces neurones pyramidaux, donc, qui sont les voies de sortie du cortex, eux sont des neurones excitateurs. Et vous voyez que quand vous maturez vos neurones GABAergiques, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous shiftez la balance entre l'inhibition et l'excitation. C'est-à-dire que chez un animal jeune, dans le cortex, vous avez une excitation qui est assez forte, les sorties sont gagnantes, et au cours
de la maturation, eh bien l'inhibition gagne, c'est-à-dire que vous avez des neurones qui deviennent des neurones inhibiteurs prennent le dessus, et donc vous shiftez l'équilibre excitation-inhibition vers l'inhibition. Donc ça, c'est intéressant parce que cette shift de la balance excitation-inhibition joue un rôle fondamental dans la mise en place de ce qu'on appelle les périodes critiques. Je vais y revenir. Et puis aussi dans les oscillations et dans la synchronisation des oscillations. Je développerai ça, la question des périodes critiques et des oscillations l'année prochaine, même si je vous en donnerai un petit bout maintenant. Surtout sur les synchronisations. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans nombreuses maladies de l'esprit, ou disons de schizophrénie, eh bien, vous avez des désynchronisations de ces oscillations. Et ça, c'est une marque assez forte des maladies psychiatriques. Pour l'instant, je voudrais rester sur les périodes critiques, en commençant par ces neurones à parvalbumine. Alors, ça ne diminue pas l'importance des autres systèmes inhibiteurs, parce qu'il n'y a pas que les neurones parvalbumine. Je voudrais parler des neurones parvalbumine. Alors, si je porte justement l'accent sur ces neurones à décharge rapide, c'est justement parce qu'ils sont consommateurs d'énergie, donc ils sont une très bonne cible par rapport à l'hypothèse que nous développons cette année. Et ils sont aussi décisifs, absolument décisifs, dans la mise en place de ce qu'on appelle les périodes critiques. Alors, il faut que je vous définisse ce que c'est qu'une période critique. Une période critique, je dis souvent, les étudiants s'imaginent qu'on est intelligent jusqu'à 18 ans et qu'on devient bête après. En fait, ce n'est pas du tout le cas. On est bête jusqu'à un certain âge, on est intelligent pendant un tout court de temps et on redevient bête après. Et donc, cette période très courte dans laquelle vous êtes intelligent, ça s'appelle la période critique. C'est pour ça qu'on l'appelle la période critique. Donc, c'est la période pendant laquelle le cerveau peut apprendre de l'extérieur, qu'il peut apprendre au maximum de l'extérieur. D'accord ? Donc, vous savez très bien que si vous voulez apprendre une langue étrangère, il y a un âge où ça devient plus difficile. Ce n'est pas que ce soit impossible, mais c'est plus difficile. Si vous voulez apprendre à jouer d'un instrument de musique, il y a un âge auquel ça devient plus difficile. Pas impossible, mais plus difficile. Et donc, ça veut dire que votre capacité de moduler la forme cérébrale, entre guillemets, au sens très général du terme, en fonction de l'environnement, est quelque chose qui est âge-dépendant. Donc, ça a été très étudié, si vous voulez, c'est important, je reviens dans l'arrière, mais c'est très important par rapport à ces questions de maladie mentale, parce que ce qu'on sait, par exemple, si vous regardez ce qu'on appelle l'âge auquel les premiers signes de ces maladies sont visibles, ça ne veut pas dire que la cause n'est pas avant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une cause génétique avant ou un ensemble de causes génétiques, parce que vous avez vu qu'il faut être très très prudent. La prochaine fois qu'on vous dit j'ai cloné le gène de la schizophrénie, vous pouvez dire c'est un crétin, je veux dire c'est pas possible, d'accord ? Donc, il a cloné un gène qui, quand il est muté, provoque des schizophrénies. Ça, c'est possible, mais ce n'est pas probablement 10 000 façons d'avoir ce phénotype. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que ce sont des maladies dont les symptômes se révèlent relativement tard. Ici, vous voyez, l'âge de départ, c'est autour de 12-15 ans. Et donc, ça correspondrait assez, si vous voulez, à l'idée qu'on peut avoir là quelque chose qui est de l'ordre d'une période critique. Et donc, d'une période critique qui, si on veut pousser encore un peu plus loin la spéculation, pourrait être liée au fait que dans cette période-là, qui est quand même, comme vous le voyez, assez proche de la puberté, il se passe des choses dans le monde qui sont assez catastrophiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'imagine que vous avez le souvenir que quand les hormones sont arrivées, le monde a changé pour vous. Enfin, moi, ce n'est pas le même avant et après. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de sexualité infantile, je devrais faire de la peine aux freudologues, mais c'est pas pareil, quoi. Vous ne voyez pas le monde de la même façon et le monde ne vous voit pas de la même façon et vous ne vous voyez pas vous-même de la même façon. Et à ce moment-là, évidemment, on peut imaginer qu'il faut que le cerveau, ça bouge, il faut qu'il s'adapte. Et donc on peut imaginer qu'au fond, c'est une période critique, une métamorphose très importante, et que si vous ratez cette période critique pour des raisons X, qui peuvent être génétiques, peuvent être épigénétiques, peuvent être tout ce que vous voulez, un ensemble de facteurs,
développementale, hein, quelque chose qui s'est mal passé au cours du développement, un accident. Rappelez-vous les travaux avec Paul Patterson sur le coût des interleukines 6 dans le placenta. Enfin, je ne sais pas si vous n'étiez peut-être pas tous là au début du cours. Mais... Donc on peut imaginer qu'à ce moment-là, le cerveau n'est pas capable de répondre suffisamment bien à ce changement, et ben, vous avez un trouble, non pas forcément de la cognition, mais un trouble des interactions sociales en particulier, puisque évidemment ces choses-là en fait partie. Et si vous regardez de nouveau un petit peu plus, là c'est un article qui est sorti l'année dernière, toute une série d'articles sortis dans Nature en fait, l'année dernière qui est intéressant, vous voyez qu'au fond, vers cet âge-là, quand vous regardez dans le cortex, hein, c'est l'âge où vous commencez à avoir des synapses inhibitrices dans le cortex préfrontal. Hein. Donc vous voyez votre inhibition qui augmente dans le cortex préfrontal, et vous avez une diminution de l'excitation. C'est-à-dire que le rapport excitation-inhibition s'inverse dans cette période, dont on peut penser qu'elle a à voir, évidemment, avec une période critique, puisqu'on définit la période critique, justement, comme vous allez le voir, par une augmentation des systèmes inhibiteurs. Donc, et là, ce que vous pouvez voir, c'est une autre diapositive, un autre schéma, où ces auteurs ont montré que vous avez ici une baisse dans les cas de... Ce qu'ils proposent dans les cas de maladie, c'est que vous avez une diminution de l'activité des interneurones inhibiteurs, et donc vous avez une baisse de l'inhibition, et en même temps vous bloquez ce qu'on appelle le pruning, c'est-à-dire une étape de la maturation vous avez une augmentation du pruning, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une augmentation de l'excitation. Donc cette balance excitation-inhibition de nouveau s'inverse dans les cas de maladie, c'est-à-dire que vous n'inhibez pas assez. Et c'est une des hypothèses aujourd'hui des physiologistes, hein, pour ce qui est de ces maladies, que serait à voir avec une insuffisance de l'inhibition des circuits corticaux dans différentes régions du cerveau, et en particulier au niveau du cortex préfrontal. Hein. Et rappelez-vous que les neurones qui font ça sont des neurones à forte consommation d'énergie. Donc, parce que la période critique, si vous voulez, c'est une période qui correspond très justement à la maturation de ces neurones. Elle a été très étudiée dans le système visuel. Je ne pense pas que je vous en parlerai aujourd'hui. Je pensais peut-être vous donner des exemples dans le système visuel, mais vous voyez par exemple, ça c'est une souris. Enfin, ça n'a pas l'air d'une souris, mais c'est une souris quand même. Et chez la souris, il y a une période critique que vous connaissez bien. Il y a peut-être des amblyopes dans la pièce. Non, il y a toujours un amblyiope. Mais non, il n'y a pas d'amblyiope aujourd'hui, j'ai pas de chance. Mais vous êtes amblyiope, voilà. Donc l'amblyopie, ça veut dire que si vous avez une cataracte à un enfant et que vous n'opérez pas la cataracte avant l'âge de 5-6 ans, même si vous ouvrez la vue de l'œil là, la vue corticale ne sera jamais faite parce que ça ne s'est pas réorganisé au niveau du cerveau. Donc vous verrez très bien avec la caméra, mais le cerveau ne verra pas. Donc il faut réouvrir pendant cette période de plasticité, qui est la période critique, qui correspond à la maturation de ces neurones par valumine, c'est-à-dire à la maturation des systèmes inhibiteurs. Donc ce n'est pas miraculeux si on dit que la schizophrénie peut très bien être une maladie de ce genre, c'est-à-dire que ce n'est pas des maladies qui tombent du ciel. Ça peut être un truc qui est du même ordre, si vous voulez, que l'amblyopie, en gros. Mais bon, dans une région qui est un tout petit peu plus... Parce que l'amblyope, ça... Enfin, moi, j'étais très amoureux d'une amblyope, donc... Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous dire. Hein. Donc, on a regardé, il y a des jeunes gens au Japon, en fait, ça s'est passé au Riken, qui ont été prendre ces neurones... alors, autre chose, excusez-moi, c'est que si... ce qui est intéressant dans cette affaire ici, c'est que si on était capable de connaître les signes avant-coureurs de la maladie, hein, c'est-à-dire la zone prodromique, c'est-à-dire quand il y a des symptômes qui sont encore dans la période critique, qu'on peut faire éventuellement marche arrière, c'est-à-dire intervenir sur le plan pharmacologique, eh bien si on pourrait peut-être augmenter l'inhibition corticale et peut-être permettre la maturation à ce moment-là de ces médicaments. C'est-à-dire que l'idée que c'est quelque chose de pharmacologique, l'idée que c'est lié à une mauvais équilibre des systèmes inhibiteurs et excitateurs dans une région particulière du cortex, et si on était capable de prédire quels sont les enfants ou adolescents qui vont développer des épisodes psychotiques, peut-être
y aurait-il un moyen d'intervenir à temps pour limiter les dégâts? Je ne dis pas de guérir, mais enfin, je pense que c'est une voie de réflexion qui est intéressante parce qu'elle ouvre, ce n'est pas uniquement de comprendre, mais c'est peut-être que ça peut ouvrir un jour sur des possibilités thérapeutiques. Donc, mais nos collègues donc, de l'Institut Riken se sont dit, bon, on va regarder ce qu'il y a dans les neurones par valbumine. Après tout, ces neurones ont l'air d'être tellement importants dans ces questions. Qu'est-ce qu'ils font d'intéressant? Et alors, vous voyez que je suis en train de converger là très fortement sur les interneurones GABAergiques et le cortex préfrontal et le métabolisme énergétique. Donc, dans cette affaire-là, ce ne sont pas les neurones GABAergiques par valbumine préfrontaux qui ont été pris, ce sont ceux du cortex visuel. Donc, ceux de l'amblyopie, si vous voulez. Et ce qu'ils ont fait, ils ont pris une souris dans laquelle tous ces neurones à parvalbumine expriment une protéine fluorescente, donc ils sont verts, et avec un laser, on peut trier les cellules vertes des cellules pas vertes. Bon, on les abîme pas mal parce qu'il faut quand même dissocier le cerveau. Ils ont fait ça justement au pic de la période critique, vers P28, P29. Donc ils ont mis d'un côté les verts, de l'autre côté les pas verts, et puis ils ont regardé la différence d'expression des gènes dans ces différents types de cellules. Et alors, évidemment, il faut faire attention parce que quand vous dissociez des cellules, c'est quand même un stress majeur que vous faites à vos cellules, donc c'est pas gentil, mais c'est déjà une première approche. Et ils ont regardé, ils ont identifié, si vous voulez, 24 variations les plus fortes dans les deux directions, beaucoup plus exprimées ou beaucoup moins exprimées dans les neurones par valbumine GABAergiques inhibiteurs que dans tout le reste des neurones du cortex visuel. Neurones et glis, hein. Il n'y a jamais que 10% de neurones, ne l'oubliez jamais. Donc, ils ont fait ça au pic de la période critique pour la vision binoculaire. Et donc, ce qui les a frappés dans cette liste, c'est le nombre de gènes impliqués dans le métabolisme de l'ATP et de composants de la chaîne de phosphorylation oxydative. Alors, la chaîne de phosphorylation oxydative, c'est la chaîne qui permet de fabriquer de l'ATP au niveau de la mitochondrie, voilà, de retourner de nouveau vers nos histoires de mitochondrie. On n'en sort pas. Hein. Donc, sur cette base, si vous voulez, ils sont retournés, ils ont commencé à regarder tous les gènes des familles de la fabrication d'énergie dans un neurone. Et donc, ils sont tenus à trois grandes familles. Hein. La famille NDUF, qui est une famille qui est importante pour la formation du complexe 1, c'est une DH déhydrogénase, hein, en fait, du complexe 1. La famille ATP5, qui est une ATPase, voilà, ATP synthase du complexe 5 de ATP synthase du complexe 5 de la mitochondrie. Et la famille COX, qui est le cytochrome C, en fait, et qui est important dans le complexe 4. Et ce qu'ils voient, c'est que effectivement, ce sont ces gènes-là, hein, vous pouvez le voir ici, mais c'est pas qui sont le plus fortement stimulés dans notre affaire. Donc, comme ils le disent eux-mêmes, ceci pourrait refléter l'activité métabolique intense de ces cellules à décharge rapide exprimant la parvalbumine. Donc, vous voyez que là, il y a quand même quelque chose qui sort de convergence vers une question qui est la question de la maturation de ces interneurones inhibiteurs. Ici, dans le cortex visuel, vous pourrez dire on s'en fiche, et c'est vrai qu'on s'en fiche un petit peu, mais pas forcément, ça peut être aussi vrai dans le cortex préfrontal. Et là, évidemment, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Donc je vais terminer, là vous voyez ici, c'est les NV Family, c'est en bleu, ATP5 c'est en rouge, et puis en vert c'est la famille Cox. Donc vous voyez qu'ils sont tous du côté où on est beaucoup plus synthétisé, c'est-à-dire à droite, si vous voulez, de cette ligne 0, là, toute cette famille-là. Donc je vais terminer en quelques minutes avec quelques données qui sont en fait des données qui sortent du laboratoire. Je fais rarement, mais bon, je vais terminer avec ça. Et qui ont à voir avec le fait qu'il y a des facteurs de transcription qui se baladent entre les cellules. C'est un truc qui a été découvert chez nous, et en particulier des facteurs de transcription de la classe des homéoprotéines, qui sont des facteurs de transcription qui sont impliqués dans le développement. J'en ai déjà parlé, je crois, dans le premier ou le deuxième ou le troisième cours, je ne sais plus très bien. Et il y en a un
Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'amblyopie, c'est-à-dire la façon dont la période critique, c'est-à-dire une période pendant laquelle, si je ferme un œil, les terminaisons qui viennent de l'autre œil peuvent envahir les sites laissés libres par l'absence d'activité de l'œil fermé. Et que ça ne se produit chez la souris qu'entre le 18e et le 40e jour de la vie postnatale. C'est relativement tardif quand même, faut voir, ce n'est pas des embryons, c'est des vraies souris, avec du poil et tout. Donc et ça veut dire que si vous empêchez l'activité d'un œil pendant cette période, ces fibres rouges, par exemple, vont se rétracter et c'est le bleu qui va tout occuper à la place parce que l'autre œil, lui, il reste actif et donc il prend le dessus. Et ce que nous avons observé avec un de nos collègues japonais, Takao Hench, qui maintenant d'ailleurs est américain, il a migré, c'est que pendant cette période critique, qui correspond à la maturation des neurones par albumine, vous voyez ici, eh bien, vous avez aussi l'arrivée dans ces cellules d'une protéine qui s'appelle le TX2, qui est un facteur de transcription. Et si vous bloquez l'activité physiologique, c'est-à-dire que vous empêchez l'activité, eh bien, vous voyez que vous perdez l'arrivée de TX2 dans ces neurones et que vous empêchez la maturation de vos neurones par albumine. D'où l'idée que cette protéine pourrait avoir un rôle à jouer important, qui vient de l'extérieur, je ne rentre pas dans les détails, vient de l'extérieur, est importé par les cellules, pourrait avoir un rôle à jouer dans la maturation des neurones par albumine. Et nous sommes ici dans le cortex visuel. Donc, ce qu'on a fait, si vous voulez, c'est de regarder comment cette protéine reconnaît les neurones par albumine, et on a identifié une séquence qui permet à la protéine de reconnaître les neurones par albumine. C'est voilà cette séquence, elle est là, RKQ, RRER, machin. Et si vous l'infusez dans un cortex, eh bien, vous bloquez l'arrivée de OTX2 dans vos neurones par albumine. Et une chose qui est très amusante qui se passe, c'est que vous rajeunissez vos neurones. C'est-à-dire que vous voyez, ils font moins de parvalbumine. Ils font moins aussi d'un sucre, mais ça, c'est pas grave. Vous voyez, ils font moins de parvalbumine. Et comme ils font moins de parvalbumine, eh bien, ils redeviennent plastiques. C'est-à-dire que vous pouvez rouvrir une période de plasticité dans votre cortex visuel. Ça se voit assez facilement. C'est-à-dire que vous voyez, ça, c'est une souris. Il faut qu'elle distingue la distance entre les bandes, noir, blanche, noir, blanche, noir, blanche. Et donc, sur une souris normale, à un moment, la souris n'est plus capable, parce que vous rapprochez les bandes les unes des autres, il y a un moment, elle n'est plus capable de distinguer deux bandes noires. Et ça mesure l'acuité visuelle chez votre souris, 0,49. Chez cette souris où on a bloqué le passage de TX2, et on a fait une déprivation monoculaire, c'est-à-dire qu'on l'a rendue amblyope, eh bien, mais chez l'adulte maintenant. Parce que maintenant, si vous fermez un œil chez l'adulte, vous n'allez pas perdre vos connexions dans le cerveau, c'est fini. Mais si quelqu'un de méchant vous balance le peptide qui bloque le passage de la protéine, alors vous allez devenir plastique et vous allez devenir amblyope, c'est-à-dire que vous allez perdre l'acuité visuelle de l'œil que vous avez fermé chez l'adulte. Et l'inverse, c'est vrai. C'est-à-dire que vous pouvez aussi récupérer l'acuité visuelle, vous faites une souris amblyope, et chez l'adulte, vous balancez peptide, vous bloquez le passage de TX2 et vous récupérez votre acuité visuelle chez l'adulte. Donc c'est plus sympa de rendre un aveugle voyant qu'un voyant aveugle. Mais c'est le même principe, c'est de la plasticité, d'accord ? Et ce qu'un collègue dans le laboratoire qui s'appelle Julien Spatazza et quelques autres, ils ont identifié que la source de la protéine, c'était dans le plexus choroïde. Et j'ai souvent parlé du plexus choroïde, j'aime beaucoup le plexus choroïde. Je l'aime d'autant plus que peu de gens s'y intéressent, c'est mon côté veuve et orphelin. Donc, en fait, la protéine vient du plexus choroïde, et si vous recombinez, c'est-à-dire que vous supprimez la protéine dans le plexus choroïde, alors ce qui se passe, vous rouvrez la période de plasticité. C'est de nouveau, OTX2 est recombiné dans le plexus choroïde, donc vous ne le voyez plus dans le cortex. Vous rajeunissez vos neurones, vous avez moins de parvalbumine, et vous rouvrez la plasticité chez l'adulte. Donc ça, c'est assez amusant parce que ça vous montre que vous pouvez manipuler chez l'adulte, par des moyens pharmacologiques, au fond, finalement, relativement accessibles, la plasticité dans le cortex, ici dans le cortex visuel, mais eh bien, ça vous ouvre la possibilité, en tout cas, de rêver que c'est aussi faisable dans d'autres régions du cortex, et donc d'intervenir dans des cortex adultes pour restaurer un peu de plasticité. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire ? Ça, c'est autre chose. Le problème, c'est que trop de plasticité, c'est pas bon, je vous l'ai toujours dit. Et puis, évidemment, il faut que ce soit spécifique. Il faut rouvrir là où c'est nécessaire. Parce que si vous rouvrez partout,
vous imaginez, vous voulez apprendre le japonais, vous ouvrez la société, vous apprenez un peu de japonais, mais vous oubliez le français. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que cette plasticité du cortex, c'est peut-être en fait une fonction de base du système nerveux, c'est-à-dire qu'il est peut-être fondamentalement plastique, et que les mécanismes qui se sont mis en place sont des mécanismes qui empêchent la plasticité, en particulier qui maintiennent un état non plastique. Et donc, c'est pour ça que l'année dernière, je vous ai beaucoup parlé de ces histoires, pour ceux qui étaient là, de ces histoires de cellules souches, de régénération, de plasticité, parce que c'est l'idée, en fait, qui est à la base du travail qui se fait dans notre laboratoire, c'est que, au fond, le cerveau est quelque chose de fondamentalement plastique, mais que c'est très dangereux d'être plastique, c'est l'équivalent d'avoir un Alzheimer, en gros. Mais que, par moment, évidemment, et dans des situations pathologiques, rouvrir des fenêtres de plasticité peut être quelque chose de très important, et c'est pourquoi nous travaillons sur ces questions de réouverture de ces périodes de plasticité. Voilà, donc j'ai terminé pour le cours de cette année. Je suis désolé, j'en ai fait à peu près la moitié de ce que je voulais faire, j'avais vu un peu trop large, mais en même temps je suis très content parce que je suis prêt pour l'année prochaine, encore que j'aurais oublié parce que mon lactate est au niveau quasiment zéro, mais en buvant du lait pendant tout l'été, je pense que je vais réussir à revenir avec des munitions. Et ben, j'espère vous voir l'année prochaine pour ceux que ça amuse. Et puis, sinon, tant pis. Voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances de Noël et une très bonne année.